Voilà, donc il m'appartient de synthétiser tous les propos qui ont été tenus durant ces 3 journées et de faire une sorte de conclusion. Voilà. Alors cette conclusion, c'est en quelque sorte donc un résumé, enfin un peu rapide de tout ce qui a été dit. Et je voudrais faire un épilogue à cette conclusion et vous présenter un extrait de film dont je vous parlerai tout à l'heure. Cette réflexion sur les formes et le rêve qu'elles peuvent susciter, touchant les domaines aussi variés que la musique, les arts plastiques, l'architecture, la cosmologie, les mathématiques, la génétique, la psychanalyse, la philosophie, la danse, l'histoire de l'art, le spectacle vivant. Pardon. Et le design a débuté par l'intervention de Ada Ackerman sur le protéiforme, avec le golem comme créature en renouvellement perpétuel. Cette figure, comme modèle d'une construction imaginaire, évoquant aujourd'hui les expérimentations génétiques, induit une forme humaine qui passe nécessairement par la plasticité en tant que telle, et que la légende qu'elle recouvre, même si elle est indissociable de la mystique juive, son façonnage, s'accorde avec le travail de Dieu pour créer l'univers. Sa situation dans la sphère du mythe lui permet de s'ouvrir à l'universel comme forme propice à engendrer de nouvelles configurations et significations. En effet, selon Aristote, l'universel sera la substance de toutes les choses auxquelles on l'attribue, ou il ne le sera d'aucune. Mais qu'il le soit de toutes, c'est impossible. Et s'il est la substance d'un seul individu, cet individu sera tous les autres, car les êtres dont la substance est une et la quiddité est une sont aussi un seul et même être. Mais le golem comme forme à être est un être sans conscience, qui manifeste néanmoins une volonté autonome et peut échapper alors à son créateur. Sa mise à mort est alors nécessaire. On supprime l'inscription « Emet », vérité, qu'il porte sur le front en retirant l'aleph, ce qui forme le mot « met », mort. Il y a pourtant des formes qui font obstacle à l'universel et dont l'extrême singularité vaut pour celui qui est non conforme d'être rejeté, exclu. Dès lors, faillir à la norme, c'est en quelque sorte s'ouvrir à la difformité. Difformité que Maurice Hollander a dépeinte avec le dieu Priap, dont la laideur contredit toute norme esthétique et politique, et a pu être identifié à l'emblème d'un tyran amorphe. Ce dieu ityphalique inverse toutes les valeurs de la décence. Figure fondamentalement anthropomorphe, il ne se situe pas entre l'humain et la bête. Passant du registre mythique ou politique, il est devenu la figure phallocratique et autocratique. Pourtant, ce dieu souffre d'une infinie solitude. La métamorphose et la dégradation du petit dieu viennent d'abord témoigner de la misère de sa condition et des liens subtils, indicibles, qui l'unissent au cosmos par quelques-unes de ses forces corporelles. Venu comme en écho à l'intervention de Maurice Hollander, apparaît l'intervention de Georges Duberman lorsqu'il évoqua tout à l'heure un cauchemar des formes, invoqué par Bataille. Comment aujourd'hui appréhender ce cauchemar des formes sous le règne du négatif? Plaider coupable devant la forme. Dans ces illustrations de Bataille, dans ces rapports d'images, il y avait une prolifération de formes atteintes de la figure humaine. L'informe, selon Bataille, procède d'une opération complexe qui est de transgresser. Pour Bataille, le sacré et le sacrilège devaient trouver un terrain commun, le sacrifice. Déchirure de la figure humaine, déchirure comme incorporation, indistinct de la figure humaine car incorporée au corps même du sacrifiant. Ce qu'il coupe de l'autre nous est incorporé. Pour Bataille, l'informe est la catégorie qui permet de déconstruire toutes les catégories. C'est qu'il oppose un programme esthétique anti-idéaliste, celui de l'informe, du bas matérialisme, des pulsations corporelles désublimées et de l'entropie. Les formes sont sujettes à toutes sortes d'appréhensions selon qu'on les sollicite d'un point particulier de connaissance. Que dire des formes qui sont tellement libres qu'elles échappent au créateur, qu'elles peuvent ou non exister, voire proliférer, avec ou sans leur concours? Cette fantaisie créatrice, Laurence Bertrand d'Orléac l'a observée chez les robots artistes et nous a invités à réfléchir à une typologie sensible des robots. D'une part, ils sont éternels, d'autre part, ils voient mal, mais ils reconnaissent les formes, car ils les traitent de manière appropriée. Enfin, les bons robots n'ont pas de vision, mais ils ont du style. Si les artistes ont toujours l'ascendant sur les choses,
Ils ont, en instrumentalisant la technique, et pour la première fois en produisant des robots ou des logiciels générés, des œuvres collectives. Mais qu'en est-il des formes qui ne peuvent être autres, telles celles qui obéissent à ce qui leur est supérieur ou qui sont conditionnées par tel ou tel objectif ou principe, et sont contraintes par des lois de construction, de composition, de fonction, avec ou sans fiction. Cette question posée par Patrick Join trouve dans le domaine du design des motifs constants, en particulier lorsque les technologies numériques permettent de générer de nouvelles possibilités formelles. Patrick Join nous a invités à imaginer le futur des formes qu'il produit grâce à l'utilisation des technologies numériques. Entouré de formes naturelles, formes abstraites, que seule la pensée peut percevoir, formes techniques que l'ingénieur a mis au point pour une pure efficacité, formes sculptées ou peintes par l'artiste, formes utiles que les designers ont de tout temps inventées et vivant une révolution technologique qui génère de nouvelles possibilités formelles, Patrick Join essaie d'imaginer le futur des formes dont il a pu nous montrer hier les différents aspects. Le réel ne serait-il pas l'autre nom de la contrainte? À l'imaginaire du golem et au symbole priapique, il faut naturellement confondre le réel. Ce réel est quelque chose qui arrive et dont la mesure n'a pas encore été prise. Tel est pour Stéphane Habib le nœud de la pensée de Lacan. Et Lacan définit le réel de l'impossible. La psychanalyse, c'est ce qui a à faire avec le réel. Mais qu'est-ce que peut bien vouloir dire faire avec? D'abord ceci. Inventer les formes en vue de l'accueil de ce qui arrive, fût-ce l'impossible. S'y faire parvenir à dire, et pour la psychanalyse le point capital, les formes du dire et du ressentir, Héraclite avait tenté de les approcher lorsqu'il s'écrit « Les frontières de l'âme, aussi loin que sur toutes les routes te conduisent tes pas, tu ne saurais les atteindre, si grande est la parole qui l'habite. » Et encore, à l'âme appartient la parole qui s'augmente d'elle-même. Cette parole, nous l'avons retrouvée sous plusieurs formes. D'abord celle qui passe de l'analysé à l'analysant, parole qui est en prise de vérité, puis celle explorée par le compositeur Arnaud Petit qui se transporte du son à la pensée. Arnaud Petit suppose que le son est non seulement à l'origine de la musique, mais qu'il gouverne aussi le langage, et qui dit langage dit mode d'expression, et donc pensée. Cette démarche spinozienne qui se décline sur différents modes, axiomes, lemmes et autres objets concaténés, mais aussi en abîme le principe même du savoir et de sa relation étroite avec l'élémentaire, le primitif. Ce sonore brut n'est pas un en-dessous du perçu. Il est le sensible, saisi dans ses qualités élémentaires, où retournent les choses dès que nous nous abîmons en elles par la jouissance, dirait Emmanuel Lévinas. Il y a musique partout où la pensée et les sons se rencontrent. En abordant la question du statut des formes dans la musique aujourd'hui, qui lui paraît échapper à tout inventaire ou identification, Philippe Manoury nous a rappelé que des alliages entre différentes formes ne renouvellent pas les formes dans la musique. Il interroge la base même du travail de création et la façon de renouveler les formes musicales. Si autrefois elles avaient des noms, sonates, fugues, rondeaux, passacailles, etc., ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce à dire qu'il n'existe plus de formes dans la création musicale actuelle? Si ces formes ne sont pas répertoriées, comment les identifier ou les reconnaître? Et si les formes ont perdu leur contenu traditionnel, sont-elles pour autant sans contenu? Proposant Claude Debussy comme modèle qui montre la voie à toute la musique d'aujourd'hui, où chaque œuvre aurait sa forme propre, Philippe Manoury nous a fait part des différents procédés de composition qu'il utilise. Procédés de grammaire générative conduisant à des formes en triangle, puis de symétrie, notamment son étude pour piano, un hommage à Sviatoslav Richter, et enfin d'automates qui permettent aussi de créer des motifs en morphing ou les probabilités pour son œuvre Keinlicht. Dans son intervention intitulée « Intrigue d'une forme », d'où chose remarquable, rien ne s'ensuit. Franck Madlener nous a placés sous les doubles auspices de Robert Musil et de Ingmar Bergman. Et dès lors, nous fûmes conduits à nous demander comment une forme devient un monde. La naissance de la musique dans le monde et du monde dans la musique, ce double mouvement d'insertion contient l'homme, qu'il soit sans qualité ou clown interrupteur chez Bergman. La double transformation du monde en forme et de la forme en monde est dans sa littéralité constitutive de l'œuvre d'art, laquelle n'est ce qu'elle est que parce qu'elle donne un monde à une forme et une forme à un monde, sans aucune antécédence de l'un sur l'autre. Car il n'y a d'œuvre d'art qu'à partir du moment où surgit un monde. Cette double transformation du monde en forme et de la forme en monde a pour visée essentielle la réconciliation des opposés sensibles et intelligibles. Cette réconciliation, Fernand Deligny, nous dit Catherine Perret, la prend réellement en compte lorsqu'il met au point un principe de carte et de cartographie pour explorer quelle forme prend la vie
qui se trame entre sujets parlants et enfants privés de langage, lorsqu'il n'y a plus entre les uns et les autres de reconnaissance ni d'espace commun, mais croisement de traces et de gestes en écho. Le langage, ici, n'est pas seulement outil de communication, mais de communion. Car cette fonction affective du langage est la condition sine qua non de la naissance même de la parole, qui vise moins à connaître qu'à reconnaître, et que Lacan avait repéré comme la fonction pure du langage, qui est de nous assurer que nous sommes et rien de plus. Par-delà l'observation méticuleuse et précise du monde, la question est qu'est-ce qui de nous fait trace? La valeur d'une vie ne se distingue pas de sa forme. À la question posée par Félix Guattari à Fernand de Ligny, à quoi se fier, dit-il, quand le langage n'est plus là? Sous-entendu, n'est-ce pas une néopolitique de l'énonciation? On aurait presque envie de dire une géopolitique de l'énonciation. De Ligny répondait les lignes d'air que sont les déplacements sans bonhomme, sont des tracés sans représentation. Ces croisements de traces et de gestes en écho qui se substituent aux modalités de reconnaissance et d'espace partagé ont-ils quelques points communs avec ce qui se développe de manière fulgurante dans le monde contemporain du web? David Chaval-Arias, en confrontant la fourmilière, une des premières formes d'intelligence collective en réseau, au dernier moment de notre culture, depuis l'avènement du web, nous a présenté quelques méthodes pour appréhender les formes que génèrent ces traces dans nos environnements numériques et naturels. Ce qui est en jeu, ce sont surtout les modes de représentation et les moyens à utiliser pour y parvenir, en particulier avec des artistes tels que Jonathan Pépé et Thibaut Rostagna. L'installation stalienne même, qui participe à cette démonstration phylogénétique, apparaît alors comme le lien possible entre art et science. Mais qu'en est-il de la technique, qui pour Jean-François Perret est une impensée de ces retrouvailles entre art et science? Avec ce « et compagnie » porté par le metteur en scène et dramaturge, n'avons-nous pas affaire à l'excédentaire qui, loin d'être une pièce rapportée, s'avère être un signal d'accueil? On n'est pas trop nombreux pour accomplir la tâche, pour faire le boulot, serait-on tenté de penser. C'est la force qui donne forme, c'est l'union qui prend acte de la forme à construire, à défaut de la parfaire. Maintenir le fossé entre art et science, question de moyens et de fins. Passer d'une science épique à une science tragique, car le destin de l'espèce humaine est en jeu. Quel usage faire de la science? Travailler sur les discours de la science avant que celle-ci ne soit récupérée. Si pour Annick Lehn, chaque forme est une interrogation, les sciences convoquées par elle ont à l'égard des formes une réponse à faire. Les mathématiques y répondent en termes de structure et de symétrie et nous offrent un dictionnaire de formes idéales avec lequel décrire notre perception. La physique nous apprend qu'une forme naturelle révèle tout autant les forces et processus qui l'ont engendrée que les propriétés de la matière dans laquelle elle s'incarne. Le vivant ajoute une dimension évolutive et adaptative pour produire des formes fonctionnelles et des organismes autonomes. Cependant, l'incertitude d'une forme nous interpelle en dissolvant ses catégories élémentaires et les formes monstrueuses en les transgressant. Mais existerait-il une forme standard, archétypale ou préexistante à toute conception, une sorte d'idéalité platonicienne qui serait incorruptible à condition de ne pas la confronter au réel? Qu'est-ce qui peut arrêter une forme? Certains artistes, Barnett Newman par exemple, sait que la forme s'arrête, satisfaisante ou pas, lorsqu'il en a décidé. D'autres, au contraire, la laissent se développer organiquement, comme Boyce, ou la rectifient, comme Turner ou Motherwell, au moment où elle est exposée. Olivier Perriquet, dans un exposé riche, où se croisent expérimentation artistique et réflexion philosophique, en explorant le monde physique, dont la résistance au toucher participe à nous le faire ressentir comme réel, s'est intéressé aux images qui, de la même façon, résistent au regard. Denis Duboul nous a exposé comment la stabilité des formes des organismes au sein d'une même espèce témoigne de l'importance du matériel génétique dans la construction des êtres vivants. Cependant, ce rêve de la perfection de la forme ne tient pas compte des nombreuses contraintes intrinsèques à notre génome, qui définissent un champ des possibles restreint à quelques solutions et qui font que la nature ne produit que des équilibres de forme. Avec Denis Duboul, ce qui est à l'œuvre est une métaphysique du génome, dont la formulation simplifiée pourrait être ce que nous aurions pu devenir par rapport à ce que nous sommes devenus. Rejoignant l'anthropologie spinoziste ou l'ontothéologie, notre génome résulte de sa navigation à travers des choses obligatoires. Comme la beauté, la monstruosité est tout aussi contrainte. Le niveau corporel au niveau duquel il y aura une anomalie sera toujours situé ou identifiable. La quatrième blessure narcissique est cette fois génomique, constituant ainsi une vraie rupture épistémologique.
Denis Duboul caresse un rêve, celui d'une idée abstraite d'une forme flottante. Ce rêve de la forme est lui-même limité par notre inconscient. Pourtant, l'évolution ne tend pas vers l'idéal, et la sélection naturelle n'est pas une force directionnelle invariante. Mais reprenant à notre compte la colère pascalienne qui se demandait « Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige, juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers, qui démêlera cet embrouillement ?» Nous pourrions répondre peut-être que l'art associé à la science permettra-t-il ce nouvel élan ? C'est bien le but de l'association entre Smith, artiste plasticienne, et le cosmologiste Jean-Philippe Uzan, qui par désir d'indiscipline et d'hybridation ont créé Décidération, en explorant la porosité entre art et science. Leur projet révèle une humanité nouvelle, en quête d'un lien organique avec les étoiles, à travers la mise en place d'un protocole d'hybridation avec le cosmos. En interrogeant les barrières disciplinaires, le duo s'engage dans une recherche cosmique, anthropique et anthropologique, qui bouscule nos représentations du fini et de l'infini, les distances de l'espace et du temps. On ne cherche plus à déterminer ce qui est le monde poétique dans l'art ou la science. Le sentiment de décidération s'apparente à la nostalgie d'une étoile. Les décidérés souhaitent recréer un lien avec le cosmos. Et les petites météorites serrées dans nos mains nous ont l'espace d'un instant unis avec l'univers et le cosmos. Jean-Paul Delahaye, dans le prolongement de la réflexion de Laurence Bertrand d'Orléac, en exposant l'automate cellulaire du jeu de la vie, inventé par le mathématicien John Coway, nous a fait pénétrer dans un monde de configuration aux propriétés particulières et mis à notre disposition un répertoire singulier de formes dynamiques, habitant d'un univers parallèle, autonome et mystérieux. Leurs combinaisons et les mouvements auxquels elles donnent naissance nous apparaissent comme les manifestations d'une vie différente de celle que nous connaissons sur Terre. Peut-être le rêve des formes de nos ordinateurs. En effet, les analogies du jeu de la vie avec le développement, le déclin et les altérations d'une colonie de micro-organismes le rapprochent des jeux de simulation qui miment les processus de la vie réelle. Jonathan Touboul, par son exploration aux frontières de la géométrie et des neurosciences, en s'intéressant aux formes optimales des représentations visuelles dans le cerveau, démontra que ces subtiles architectures des représentations naturelles sont mathématiquement optimales pour représenter tous les attributs de la façon la plus harmonieuse possible. Sa différence avec l'art, la science la tient de sa nature analytique, dont ces objets sont l'expression. Ainsi, nous avons été conduits à nous interroger sur la manière dont se décomposent les images dans l'air visuel. Pourquoi avons-nous de belles structures dans le cerveau ? Les formes que nous reconnaissons sont celles que nous devons reconnaître, car le cortex visuel doit reconnaître les formes. Nous vivons sous le règne de la contrainte. La description scientifique de Jonathan Touboul, dans la mesure où la science, en établissant la manière dont les raids de représentation visuelle sur la surface du cortex sont organisés, permet inconsciemment à l'artiste de construire un récit en agençant, en combinant des formes différentes dans certaines conditions d'ordre et de durée. Pour Mathieu Pernaut, la question des formes et leur évolution est pour lui liée à la représentation d'une famille. De l'entreprise strictement ethnologique à l'album de famille, le spectre de cette représentation est large. Ethnologie, documentaire, photomaton et enfin photographie dont le lyrisme est totalement revendiqué. La forme esthétique, toujours présente, se nourrit d'une complexité et d'une démultiplication des regards. Mathieu Pernaut est allé au bout d'une histoire qui ne s'est jamais arrêtée volontairement ou aléatoirement, avec sa série des hurleurs et qui se clôt sur la photographie au service des défunts. En ouvrant un espace et un temps non programmés où créer déjouerait la puissance ou le pouvoir des pièges, le chorégraphe Daniel Dobels nous invite à considérer le corps comme fuyant tout type de contrainte, que ce soit la conformité ou son excès, la difformité. Car dans la danse, le corps tente d'infléchir le cours du destin. La danseuse, écrivait Paul Valéry, est la métamorphose même. Jean Nouvel, enfin, avec la réalisation du musée d'Abu Dhabi, nous a invités à entrer dans le processus intime de la création. Dessins intuitifs, croquis, dessins d'études, maquettes et dessins de simulation, jusqu'à la réalisation finale, où la géométrie et la lumière sont les vecteurs essentiels, d'où l'idée de dôme comme projecteur de lumière. L'architecte attrape ce qui passe, appâter les idées. L'ombrelle est la clé de l'esprit de cette presqu'île, laissant passer du soleil. Comment, nous a-t-il dit, une idée devient une forme?
Nous sommes passés de l'informe du début avec le golem aux formes hyper sophistiquées, sublimes, car portées par une précision exceptionnelle. La structure appartient en propre à la forme, et l'architecture est au service de ce dialogue civilisationnel. Le désir d'une forme, la forme est un résultat, la forme demeure une question. En conclusion, si toutes les réflexions sur les formes, quelle que soit leur nature, s'achevaient par ce qui ne fait pas forme, ou si peu, autant dire l'impossible et l'inconcevable, car la forme est nécessairement réussie ou ratée. Et s'il y a une forme rêvée, pour ainsi dire première, ne faudrait-il pas la chercher du côté de la femme, cette Ève des formes, qui fascine jusqu'à l'excès de la métamorphose le dieu des dieux, Zeus, parangon de la polymorphie. Car si l'on en croit Ovide, le maître de l'Olympe peut en effet revêtir tout type de forme, mais celles-ci sont en général orientées par le seul désir d'accouplement. Déesse ou mortelle, il eut bon nombre d'amantes. Il énumère lui-même les principales dans la scène de l'enchantement sur le Gargaros, quand il proteste auprès d'Héra, pourvu de toutes les séductions d'Aphrodite, qu'il n'a jamais aimé autant qu'elle. Ni Déa, ni Danaé, ni Europe, ni Sémélé, ni Alcmène, ni Déméter, ni Léto. On pourrait ajouter Io, Antiope, Niobé ou Maya, où il a parfois recours à d'étonnantes métamorphoses. Ainsi, il séduit Héra sous la forme d'un coucou, Europée sous celle d'un taureau, Léda sous celle d'un cygne, Danaé sous celle d'une pluie d'or. Cet antique théroiomorphisme, mi-homme, mi-animal, ne pourrait-il clore le bal de ce rêve des formes où nous fûmes invités ici, au Collège de France, par Alain Prochance et Alain Fléchère, que nous remercions chaleureusement. Très rapidement cette dernière séquence qui me semble être une sorte de manifeste de notre projet. Alors, il s'agit d'un film de Béla Tarr, qui est probablement un des plus grands cinéastes vivants et qui est actuellement professeur invité au Fresnoy. Il s'agit de la scène d'ouverture de son film Les Harmonies Werkmeister, où l'on reprend une scène que vous allez identifier sans difficulté. Valuska. Na. Mutasd meg. Emberek, csináljuk meg kísérlet, hogy a Valuska bemutassa! Te vagy a nap. A nap nem mozog, csak így csinál. Te vagy a Föld. A Föld először ideál, és aztán forogni kezd a nap körül. És most olyan magyarázatot kapunk, amiből mi egyszerű emberek is megérthetünk valamit a halhatatlanságból. Azt kérem csak, hogy velem együtt lépjenek ki egy határtalan térbe, ahol az állandóság, a nyugalom és a béke, a végtelen üresség az Úr. És képzeljék csak el, hogy itt ebben a végtelen zengő csendben mindenfelé áthatolhatatlan sötétség van. Itt egyelőre még csak az általános mozgást észleljük. És eleinte észre sem vesszük, milyen rendkívüli események szemtanúi vagyunk.
A nap ragyogó fénye mindig meleget és világosságot áraszt a földnek arra a felére, amelyik éppen a nap felé fordul. És mi itt állunk a tündöklésben. Ez a hold. A hold forgó mozgást végez a föld körül. Mi történik? Azt látjuk hirtelen, hogy a hold korongja a nap lángoló gömbjét behorpasztja, és a horpadás, a sötét árnyék egyre nő és nő. És ahogy egyre jobban eltakarja, a napból lassan már csak egy keskeny sarló marad, egy vakító sarló. És a következő percben mondjuk, hogy déli 1 órakor egyszeriben drámai fordulat áll be. E pillanatban a levegő váratlanul lehűl. Érzik már? Az ég beborul, egészen besötétedik. Felvonyítanak a kutyák, meglapul a nyúl, fut a szarvascsorda, fut, riadtan menekül, és ebbe a félelmetes és felfoghatatlan alkonyatban még a madarak is megzavarodnak, és a fészkükre szállnak riadtan. És akkor néma csend. Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a mennyboltozat? Beomlik a föld? Nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, mert beállt a teljes napfogyatkozás. De nincs ok a félelemre. Még nincs vége. Mert a nap izzó gömbjének túloldalán lassan kiúszik a hold. És a nap most újból felragyog. És a földre lassan visszatér a fény. És áradni kezd újból a meleg. És mindenkit megindultság fog el, hogy felszabadul a sötétség súlya alól.
Elég volt, kifelé! Szexkazánok! De Hagelmeyer úr, ennek még nincs vége.